Bien, nous arrivons maintenant à un point tout à fait important qui est la décomposition de la variabilité. Notre modèle là, il explique quel pourcentage de la variabilité? C'est la première question qu'on peut se poser sur le modèle. Alors pour ça, regardons. Je prends la relation YI moins Y bar. YI moins Y bar, c'est la variabilité totale. Je le répète une nouvelle fois, on n'a pas, sur nos parcelles, on n'a pas toujours le même rendement. De temps en temps, on a 80, 90, 110. C'est ça la variabilité. Donc je prends tous ces nombres bruts, je calcule la variance de ça. Ça me donne la variabilité totale. Et c'est ça que j'essaye d'expliquer. Alors mon modèle, il en explique quelle partie? Alors, YI moins Y bar, donc c'est la variabilité totale. Donc je décompose en deux parties. Y chapeau I moins Y bar, c'est la partie expliquée par le modèle. Mon modèle, il ne me prédit pas toujours Y bar. Il me prédit que de temps en temps, je vais avoir un rendement supérieur, que de temps en temps, je vais avoir un rendement inférieur. C'est ça qu'il me prédit. Et ça, c'est grand ou c'est petit? Ça m'intéresse. Et puis, dernier point, mes vraies valeurs YI, je ne fais que les approcher par les Y chapeau I. Donc ici, j'ai les termes résiduels. Du point de vue graphique, alors je vous fais le même graphique que pour la régression simple. Il fonctionne ici, sans perdre de généralité. Alors, regardez bien, j'ai le modèle ici, qui est représenté ici par une droite, que je suis en régression simple. Voilà. Sur la droite, j'ai le point X bar, Y bar, mais ça, je vous ai dit, le point moyen, il est, alors, sur la droite ici, sur le plan, dans mon cas de tout à l'heure. La variabilité totale, c'est bien YI moins Y bar. La pente de la droite fait que quand je suis en XI, je prévois Y chapeau I. Vous voyez, je prévois autre chose que Y bar ici. Ça, c'est ce qui est expliqué par le modèle. Le modèle, il me dit ça. Et puis cette partie-là, je n'arrive pas à l'expliquer, c'est la partie résiduelle. Donc vous voyez que la partie résiduelle, c'est la distance à la droite, mais verticalement, parallèlement aux Y. Je vous ai fait la même remarque tout à l'heure à propos de l'interprétation géométrique de la régression avec deux variables. Alors, cette équation, je l'élève au carré, je fais la somme sur toutes les parcelles. Les doubles produits s'éliminent, ça c'est automatique ici, et j'obtiens ceci avec une somme sur les i des YI moins Y bar carré qui me représente la variabilité totale, la partie due au modèle, la partie résiduelle. Ça s'appelle des sommes des carrés d'écart, SCE, somme des carrés d'écart, donc somme des carrés des écarts total, somme des carrés des écarts dus au modèle, somme des carrés des écarts résiduels. Alors le nombre de degrés de liberté, on a déjà vu n-1 ici. Pourquoi n-1? Parce que c'est la somme des YI moins Y bar. Une autre façon de voir les degrés de liberté, c'est de dire j'ai une somme de carrés. Combien de termes puis-je fixer indépendamment? Sachant qu'ici j'ai une contrainte, puisque je sais que somme des YI moins Y bar, ça vaut 0. D'accord? C'est pour ça que j'allais au carré d'ailleurs. Hein? Donc je ne peux choisir que les n-1 premiers termes. Dès que j'ai les n-1 premiers, le dernier je l'ai pour avoir la somme nulle. Donc n-1 degré de liberté. Ici, c'est pareil, n-p-1, on l'a déjà commenté. Alors, le p, vous pouvez l'avoir par différence, évidemment. Une autre façon de le voir, c'est la chose suivante. Quand je regarde chaque terme, y chapeau i moins y bar, vous pourrez faire ce petit calcul, eh bien, c'est la somme des bêta-j chapeau. En fait, tout passe par les bêta-j chapeau. Et des bêta-j chapeau, j'en ai ici, c'est une somme de j égale 1 à j égale p. Hein. J égale 1 à j égale p. Donc, j'ai p terme ici. C'est pas sans rapport, hein, p terme ici. Donc, ce qui est dû au modèle, le nombre de degrés de liberté associé à la somme des carrés du modèle, eh bien, c'est tout simplement le nombre de paramètres. Alors, dans l'exemple numérique, allons-y. 24, 20, 4. Alors, le 4, on l'a déjà vu, c'est la résiduelle. Le 24, eh bien, je prends la variance de Y. Mais la variance, c'est 1 sur n, donc je multiplie par n, et je tombe sur 24. Et puis par différence, j'ai le 20. Et voici ici les degrés de liberté qui vont avec. Donc ça, vous pourrez refaire les calculs ici de ce petit tableau, pour les avoir un petit peu bien en tête. Ça, je vous conseille de le faire. Alors, quand je divise la partie de la variabilité due au modèle, c'est-à-dire somme des carrés des écarts dus au modèle, quand je divise par le total, j'obtiens R2. Le grand R2, c'est ce qu'on appelle le coefficient de détermination. Ce coefficient de détermination R2, c'est ce qui est toujours utilisé, me dit quel est le pourcentage de variabilité que mon modèle explique. Alors dans ce cas précis, ça vaut combien? Eh bien ça vaut 20, la partie due au modèle, divisé par 24, ça fait 83%.
Donc là, on va dire, le modèle, il explique 83% de la variabilité des données, ce qui est une valeur élevée. C'est une valeur élevée, 80%, mais est-ce qu'elle est significative? On va se poser la question. Pour le moment, on ne sait pas. On sait que c'est une grande valeur, mais on ne sait pas si elle est significative. On a quand même peu de données, on a 4 données, on a 3 paramètres, ça fait qu'un seul degré de liberté. Le calcul mérite d'être fait. Alors tout ça c'est bien, mais vous pourriez me dire, j'ai une autre idée pour calculer la qualité du modèle. C'est tout simplement de dire, je prends les Y chapeau I. Les Y chapeau I, ce sont les valeurs prédites par le modèle. Bon, j'ai un vecteur. Y chapeau 1, Y chapeau I, Y chapeau N. Ça, c'est ce que me prédit mon modèle. D'un autre côté, j'ai les vraies valeurs. Pourquoi je ne calculerais pas le coefficient de corrélation entre les vraies valeurs et les valeurs prédites? Bonne idée, ça. Et puis, si ce coefficient de corrélation est très élevé, c'est que mon modèle il fonctionne bien. Si au contraire, ce coefficient de corrélation est très faible, c'est que mon modèle ne fonctionne pas bien. Bon. Eh bien, figurez-vous qu'on a cette propriété qui est tout à fait étonnante. Donc ça, vous pouvez l'entourer en rouge, au moins. J'aurais pu le faire, moi aussi. Alors, que R2, le coefficient de détermination, c'est le carré du coefficient de corrélation entre, d'une part, les vraies valeurs, Y, et d'autre part, les valeurs estimées. Alors, ce coefficient de corrélation entre, d'une part, les vraies valeurs et d'autre part, les valeurs estimées, c'est ce qu'on appelle le coefficient de corrélation multiple. Donc, le coefficient de corrélation multiple, c'est le coefficient de corrélation entre les valeurs estimées et les vraies valeurs. Et quand vous prenez le carré de ce coefficient, vous tombez sur le coefficient de détermination. Bon, donc là, ici, on a une convergence qui est tout à fait intéressante, bien sûr.